À mon retour de voyage d'affaires, 3 voitures de police étaient garées devant ma maison. Les agents m'ont encerclé et menotté en disant « Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. La victime, votre fils. » Mon fils? C'est impossible. Mais l'instant suivant, une vérité choquante fut révélée. Et les policiers restèrent figés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. En cette matinée d'octobre à Chicago, le vent froid habituel s'abattait sur les fenêtres. Au réveil, Emma Collins avait pris l'habitude de fixer d'abord la porte de la chambre de son fils, Oliver. Il y a un mois encore, elle pouvait entendre derrière cette porte les rires d'un petit garçon de 6 ans et le bruit de ses jouets dinosaures. Désormais, seul le silence régnait. Pour Emma, chef de projet dans un cabinet d'architecture, Oliver avait été toute sa vie. Elle avait élevé avec amour pendant 6 ans ce fils, né de la mère porteuse Melissa Hunt, jusqu'à ce qu'une cruelle leucémie ne le lui arrache. Le monde d'Emma avait été illuminé par le sourire de son enfant. En buvant son café matinal, Emma jeta un coup d'œil au cadre photo dans le salon. Une photo prise pour le 5e anniversaire d'Oliver lui renvoyait un sourire chaleureux. L'image de son fils serrant une peluche dinosaure était encore profondément gravée dans son cœur. Cette même peluche reposait toujours sur le lit de son fils, comme si elle attendait le retour de son propriétaire. Le travail au cabinet d'architecture Collins & Associates était à la fois un salut et une épreuve pour Emma. Ses collègues, pleins d'égards pour sa perte, lui offraient des mots de réconfort. Cependant, cette bienveillance lui rappelait parfois douloureusement l'absence de son fils. En écoutant les discussions sur de nouveaux projets dans la salle de conférence, elle se souvenait soudain du jour où Oliver lui avait demandé « Maman, qu'est-ce que tu fais au travail ?» Le soir, Emma se surprenait souvent à entrer dans la chambre de son fils. Elle s'asseyait sur le petit lit et prenait le livre d'images de dinosaures qu'Oliver lui avait demandé de lire pour la dernière fois. En tournant les pages, elle avait l'impression d'entendre sa voix. « Maman, est-ce que les T-Rex sont vraiment forts ?» Les questions curieuses de son fils résonnaient encore à ses oreilles. Sarah, sa collègue et amie proche, l'invitait parfois à dîner, mais Emma déclinait souvent. Voir d'autres personnes mener une vie normale lui donnait l'impression d'avoir été laissée pour compte par le cours du temps. Quand elle voyait des familles heureuses au restaurant, sa poitrine se serrait de douleur. Pourtant, Emma tentait de retrouver progressivement sa routine quotidienne. Elle se réveillait à la même heure chaque matin, se maquillait soigneusement et partait travailler. Elle se concentrait sur la gestion de projets et faisait preuve du même professionnalisme qu'auparavant lors des réunions avec les clients. Elle avait la ferme volonté de vivre dignement, pour l'amour de son fils. Un vendredi après-midi, son patron, Michael, s'approcha du bureau d'Emma. « Emma, je dois vous parler du contrat avec Johnson Construction à Seattle. J'aimerais que vous y fassiez la présentation finale, pour un séjour de 3 jours à partir de lundi prochain. » Le contrat de conception d'un grand complexe commercial était un projet majeur pour l'entreprise. Emma hésita un instant, mais se dit que se concentrer sur le travail pourrait l'aider à se distraire de son chagrin. Le week-end, Emma se rendit sur la tombe d'Oliver. Elle s'agenouilla devant la petite pierre tombale et déposa des fleurs colorées. « Oliver, maman part à Seattle pour le travail la semaine prochaine. C'est un gros projet. Tu m'encourageras ?» Le vent lui caressa la joue. Elle y sentit comme une réponse de son fils. En préparant son voyage d'affaires, Emma ressentit pour la première fois depuis longtemps une lueur d'espoir. Travailler sur un nouveau projet dans un nouvel environnement pourrait la libérer, ne serait-ce qu'un peu, de son lourd chagrin. En glissant la photo de son fils dans sa valise, elle esquissa un léger sourire. « Je vivrai pleinement, même pour la part d'Oliver. » Avec ce vœu au cœur, Emma se prépara pour son départ le lendemain. Dans le taxi qui la conduisait à l'aéroport, Emma regardait la photo de son fils. « Quand je reviendrai, je t'apporterai des fleurs sur ta tombe. Je suis sûre que j'aurai de bonnes nouvelles à te raconter. » En observant le paysage qui défilait par la fenêtre, elle s'apprêtait à faire un nouveau pas en avant. Le matin à Seattle était baigné d'une lumière douce, différente de celle de Chicago. De la fenêtre de l'hôtel du centre-ville où logeait Emma, on pouvait admirer une vue magnifique sur la baie d'Elliott. Le bleu de la mer, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, apporta un léger réconfort à son cœur. Se demandant si son fils Oliver avait déjà vu l'océan, Emma se prépara pour le début de sa journée. Le siège de Johnson Construction était un gratte-ciel moderne qui dominait le centre de Seattle. Le projet de complexe commercial sur lequel Emma travaillait était un plan ambitieux visant à créer un nouveau point de repère dans la ville.
Lorsqu'elle entra dans la salle de conférence, les dirigeants de Johnson Construction l'accueillirent chaleureusement. Le PDG, David Johnson, manifesta un vif intérêt pour la proposition d'Emma. Mademoiselle Collins, votre proposition de design est vraiment innovante. La conception spatiale qui utilise la lumière naturelle est particulièrement admirable. Les mots de Johnson firent ressentir à Emma une fierté professionnelle pure pour la première fois depuis longtemps. Depuis la perte de son fils, il lui avait été difficile de retrouver sa passion pour le travail. Mais à cet instant, elle se souvint qu'elle était une personne de valeur en tant qu'architecte. Le temps passé à préparer sa présentation devint un précieux salut pour Emma. Ajuster des plans avec un logiciel de chaos, refaire des maquettes, rechercher la perfection dans les moindres détails. C'était seulement pendant ces heures de concentration que ses pensées pour son fils se déposaient tranquillement au plus profond de son cœur. Pourtant, à certains moments, elle avait l'impression d'entendre la voix d'Oliver. « Maman, est-ce qu'il y a des dinosaures dans ce bâtiment ?» À cette question innocente, si caractéristique de son fils, Emma ne put s'empêcher de sourire. L'après-midi du deuxième jour, une réunion sur les détails techniques eut lieu. L'expertise et l'expérience d'Emma furent pleinement mises en valeur, lui valant les éloges de l'équipe technique du client. Cette approche qui équilibre la sécurité de la conception structurelle et l'esthétique est exactement ce que nous recherchions, s'exclama avec admiration la chef de projet Linda Shen. Le soir, de retour à l'hôtel, Emma appela le bureau de Chicago. Lorsque sa collègue Sarah répondit, elle demanda d'une voix enjouée « Emma, comment vas-tu? Le travail à Seattle se passe bien? » « Mieux que je ne l'espérais. » La réaction du client est très positive. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que le travail pouvait être agréable. Il y avait indéniablement un regain de vie dans la voix d'Emma. C'est une merveilleuse nouvelle. Oliver doit être fier de toi aussi. Les mots doux de Sarah firent monter les larmes aux yeux d'Emma. Cependant, ces larmes ne contenaient pas seulement de la tristesse, mais aussi des sentiments d'amour et de gratitude envers son fils. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, Emma pensa en regardant la photo de son fils. Si Oliver était vivant, elle aurait voulu lui montrer ce paysage de Seattle. Il aurait pointé du doigt la Space Needle au Seattle Center et demandé « C'est quoi, ça ?» Il aurait certainement été ébahi en voyant les créatures marines à l'aquarium. En imaginant de tels scénarios, Emma était convaincue que son fils veillait sur ses efforts. La présentation finale, le troisième jour, fut la meilleure de la carrière d'Emma. À mesure que les diapositives défilaient, elle sentait l'atmosphère de la salle de conférence changer. Même pendant la séance de questions-réponses, Emma continua avec des réponses assurées. Ce projet n'est pas seulement un complexe commercial. Il deviendra un lieu où les gens de la communauté pourront se rassembler et partager de nouvelles expériences. Une fois la présentation terminée, le PDG Johnson se leva et applaudit. « Mademoiselle Collins, c'était une excellente présentation. Nous avons décidé de signer un contrat avec votre équipe. » Tandis que les applaudissements résonnaient dans la salle, Emma fut envahie d'un sentiment d'accomplissement. Après avoir signé le contrat, Emma se retrouva seule dans la salle de conférence. Regardant le paysage urbain de Seattle visible à travers la grande fenêtre, elle parla à son fils dans son cœur. « Oliver, maman a réussi. J'ai obtenu un gros contrat. Je me suis souvenu de l'importance de ne jamais abandonner jusqu'au bout ce que tu m'as appris. » Sur le chemin du retour à l'hôtel, Emma se sentit le cœur léger pour la première fois depuis longtemps. Les expressions des gens dans la rue semblaient plus lumineuses qu'auparavant. L'arôme de café qui s'échappait des cafés semblait plus riche que d'habitude. La douleur de la perte ne disparaîtrait jamais, mais elle réalisait que des choses belles et précieuses subsistaient dans la vie. Cette nuit-là, Emma décida de rentrer plus tôt. Prévoyant initialement de prendre un vol le jeudi soir, elle le changea pour un vol le mercredi après-midi. « Je veux aller annoncer la bonne nouvelle sur la tombe d'Oliver », pensa-t-elle. Après avoir appelé la compagnie aérienne pour modifier son vol et fait ses bagages, Emma continua de parler à son fils dans son cœur. « Oliver, maman rentre à la maison. Je t'apporterai des fleurs et je te raconterai tout sur ce travail. Si j'ai pu travailler si dur, c'est parce que tu veilles toujours sur moi. » Dans le taxi en direction de l'aéroport, Emma jeta un dernier regard sur la ville de Seattle. Ces 3 jours avaient été la première fois depuis la perte de son fils qu'elle pouvait ressentir de l'espoir pour l'avenir. Grâce à son travail, elle avait reconfirmé sa propre valeur et trouvé un sens à sa vie. Oliver devait être heureux de voir sa mère grandir ainsi. À la porte d'embarquement de l'aéroport international de Seattle-Tacoma, Emma regarda la photo de son fils. «
J'aurais aimé que nous puissions voyager ensemble la prochaine fois, mais dans le cœur de maman, tu es toujours avec moi. En montant dans l'avion, Emma fut envahie par un sentiment de plénitude et de paix. En rentrant chez elle, elle prévoyait d'aller d'abord sur la tombe d'Oliver pour lui raconter ces 3 jours merveilleux. Pendant le vol vers Chicago, Emma regarda la mer de nuages par le hublot et réfléchit. La réalité de la mort de son fils n'avait pas changé, mais la vie continuait. Avec l'amour et les souvenirs qu'Oliver lui avait laissés, elle vivrait pleinement sa vie. Avec une détermination renouvelée, Emma se dirigea vers sa ville natale de Chicago. Dans le taxi de l'aéroport à son domicile, Emma était enveloppée d'une agréable fatigue. Penser à annoncer son succès de Seattle à son fils lui réchauffait le cœur. Alors que le chauffeur entrait dans le quartier résidentiel, le paysage tranquille du crépuscule se déployait derrière la vitre. Cela aurait dû être une scène paisible habituelle. Cependant, au moment où ils tournèrent au coin de sa rue, le sang d'Emma se glaça. 3 voitures de patrouille étaient garées devant son immeuble. Des gyrophares rouges et bleus clignotaient régulièrement, et des voisins observaient à distance. Le chauffeur de taxi, lui aussi surpris, marmonna « Je me demande ce qui s'est passé. » « Je vais descendre ici, » dit Emma d'une voix tremblante. Alors qu'elle s'approchait des voitures de police en traînant sa valise, les officiers en uniforme se tournèrent vers elle. En voyant 6 policiers l'attendre, le cœur d'Emma se mit à battre violemment. « Vous êtes bien Emma Collins ?» Un inspecteur de police âgé s'avança. Son badge indiquait « Inspecteur Robertson ». Son expression était sévère, et son regard empreint d'une autorité indéniable. « Oui, c'est bien moi. Y a-t-il un problème ?» La voix d'Emma tremblait d'anxiété. Elle sentait douloureusement les regards des voisins. Plusieurs visages les observaient depuis les fenêtres des appartements. L'inspecteur Robertson sortit des menottes. « Emma Collins, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. La victime est votre fils. » Le monde d'Emma s'arrêta un instant. Le mot « fils » résonnait en boucle dans ses oreilles. « Mon fils ? C'est impossible. Mon fils est ?» Sa voix se mua en un cri désespéré. « Mon fils est mort de maladie à l'hôpital il y a 1 mois. » Les expressions des policiers se changèrent en confusion. L'inspecteur Robertson marqua une pause, mais lui passa tout de même les menottes au poignet. « Nous discuterons des détails au poste. »« C'est une erreur. Mon fils est mort. J'ai un certificat de décès. » cria désespérément Emma, mais les officiers la conduisirent vers la voiture de patrouille. Les murmures des voisins s'intensifièrent, et elle vit quelqu'un filmer avec son téléphone. Assise à l'arrière de la voiture, Emma était désemparée. Pourquoi était-elle arrêtée pour le meurtre de son fils décédé? Ce devait être une terrible erreur. Cependant, si la police se déployait avec autant de moyens, il devait y avoir des preuves sérieuses. « Inspecteur, que se passe-t-il à la fin? Mon fils est vraiment mort. Il a même une tombe », tenta désespérément d'expliquer Emma. L'inspecteur Robertson se retourna et répondit « D'importantes quantités de sang ont été découvertes dans votre appartement. Et il y a un témoin. Quelqu'un qui affirme que vous avez tué votre fils. » « Un témoin? Qui? C'est impossible. » La voix d'Emma tremblait. Son esprit se vida et elle perdit tout sens de la réalité. Le succès et l'espoir ressentis à Seattle s'étaient instantanément transformés en cauchemar. Arrivée au poste de police, Emma fut conduite dans une salle d'interrogatoire. Dans la pièce faiblement éclairée, l'inspecteur Robertson et une jeune inspectrice étaient assis de l'autre côté d'une table en métal. La jeune femme se présenta comme l'inspectrice Johnson. « Mademoiselle Collins, d'abord, confirmez-moi. Vous aviez un fils de 6 ans nommé Oliver Collins, c'est exact ?» demanda l'inspecteur Robertson. « Oui, mais il est mort de leucémie il y a 1 mois. L'hôpital général de Chicago a le certificat de décès, » répondit Emma en larmes. L'inspectrice Johnson sortit des documents. En effet, les dossiers de l'hôpital montrent qu'Oliver Collins est décédé il y a 1 mois. Cependant, les preuves découvertes aujourd'hui dans votre appartement racontent une autre histoire. « Quelles preuves ?» demanda Emma d'une voix tremblante. D'importantes quantités de sang ont été trouvées dans le salon et la chambre d'Oliver. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait de sang de type O. Cela correspond au groupe sanguin d'Oliver, déclara froidement l'inspecteur Robertson. Emma sentit qu'elle ne pouvait plus respirer. « Ce n'est pas possible. Mon fils est mort à l'hôpital. Il n'y a pas de sang dans l'appartement. » De plus, des vêtements déchirés d'Oliver ont également été découverts. Il porte des traces de lutte violente, poursuivit l'inspectrice Johnson. Et le plus important,
il y a le témoignage. Qui est le témoin? Demanda désespérément Emma. Une femme nommée Melissa Hunt. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Les yeux de l'inspecteur Robertson devinrent perçants. Le cœur d'Emma faillit s'arrêter. Melissa, la mère porteuse. Qu'est-ce qu'elle? Elle témoigne que vous avez tué votre fils. Emma a essayé de me voler mon fils et a fini par le tuer. C'est un mensonge. Mon fils est mort de maladie. Melissa devrait le savoir. S'écria Emma en se levant. Veuillez vous asseoir, dit fermement l'inspectrice Johnson. Melissa Hunt continue d'affirmer qu'Oliver est en vie. Que Emma le cache. Et comme elle ne trouve pas son fils, Emma doit l'avoir tué. Quelque chose commença à se connecter dans l'esprit d'Emma. Le comportement anormal de Melissa, son obsession pour son fils, et son incapacité à accepter la réalité. Melissa n'accepte pas la mort de mon fils. Elle est devenue mentalement instable. Néanmoins, les preuves matérielles existent, martela l'inspecteur Robertson en frappant sur la table. Des taches de sang, des vêtements déchirés, et un enfant disparu. Disparu? Mon fils est mort. Il y a une tombe. La voix d'Emma était désespérée. L'air dans la salle d'interrogatoire devint lourd. Les policiers semblaient eux aussi perplexes. Bien qu'il y ait un certificat de décès, il y avait des traces de violence évidentes sur les lieux. Les témoignages se contredisaient. Demain, nous parlerons au médecin traitant de l'hôpital. Nous réexaminerons également la scène, dit l'inspectrice Johnson. Vous passerez la nuit ici. Emma était anéantie par le désespoir. Pourquoi, après avoir perdu son fils adoré, devait-elle en plus supporter la fausse accusation de l'avoir tué? Prise dans la folie de Melissa, sa vie s'effondrait. Le succès et l'espoir de Seattle lui semblaient maintenant des événements d'un passé lointain. Allongée sur le lit dur de la cellule, Emma fixait le plafond. Oliver, pourquoi est-ce que ça arrive? Maman n'a fait que t'aimer. Alors que les larmes trempaient son oreiller, elle se remémora le doux sourire de son fils. Le lendemain matin, Emma se réveilla dans la pénombre de sa cellule. Un instant, elle crut que tout n'avait été qu'un mauvais rêve, mais les murs froids en béton et les barreaux de fer la ramenèrent brutalement à la réalité. Au bruit de pas et de clés venant de l'extérieur, son cœur se remit à battre violemment. Mademoiselle Collins, c'est l'heure de l'interrogatoire. Un jeune officier conduisit Emma à la salle d'interrogatoire. Dans la même pièce faiblement éclairée que la veille, les inspecteurs Robertson et Johnson attendaient. Cependant, ce matin-là, leurs expressions montraient une confusion différente de celle de la nuit précédente. Mademoiselle Collins, nous avons parlé avec le médecin traitant de l'hôpital général de Chicago, le docteur Anderson, commença l'inspecteur Robertson d'un ton grave. Il a été confirmé qu'Oliver Collins est bien décédé de leucémie il y a un mois. Emma poussa un soupir de soulagement, mais l'expression de l'inspecteur ne s'éclaircit pas. Néanmoins, les faits concernant les taches de sang dans votre appartement et le témoignage demeurent. Où est Melissa? Je veux lui parler, plaida désespérément Emma. L'inspectrice Johnson feuilleta des documents. En fait, de sérieuses inquiétudes sont apparues concernant l'état mental de Melissa Hunt. Depuis ce matin, elle est dans un état de confusion, répétant « Je dois aller chercher Oliver ». La porte de la salle s'ouvrit et un autre inspecteur entra. « Inspecteur, nous avons obtenu un témoignage important de Melissa Hunt. » De quoi s'agit-il? Se retourna l'inspecteur Robertson. Elle affirme constamment qu'Oliver est en vie. Que Emma le cache. Je suis la vraie mère, mais Emma m'a volé mon fils. Cependant, le diagnostic du médecin suggère une forte probabilité d'un trouble délirant sévère. Une lueur d'espoir apparut dans le cœur d'Emma. C'est bien ce que je disais, Melissa n'arrive pas à accepter la mort de mon fils. L'inspectrice Johnson se leva. Nous allons vous faire parler directement avec Melissa pour éclaircir la vérité. Lorsqu'on la conduisit dans une autre salle d'interrogatoire, Melissa Hunt était assise là. L'infirmière de 38 ans avait l'air complètement hagarde. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux vides. Elle semblait être une toute autre personne. Quand Emma entra dans la pièce, Melissa se leva brusquement. « Emma, où est Oliver? Rends-moi mon fils. »« Melissa, calme-toi. Oliver est mort il y a un mois. Tu es même venue à l'enterrement. » Emma parla doucement. « Mensonge. » Melissa secoua violemment la tête. « Oliver est vivant. C'est moi qui l'ai mis au monde. Tu le caches. » Melissa, s'il te plaît, regarde la réalité en face. Oliver est mort de maladie. Nous avons toutes les deux aimé cet enfant, n'est-ce pas?
Une lueur de folie habitait les yeux de Mélissa. L'amour? Qu'est-ce que tu y comprends? Je l'ai porté dans mon ventre pendant 10 mois. C'est mon fils. La chair de ma chair. L'inspecteur Robertson intervint. Mademoiselle Hunt, veuillez nous expliquer les taches de sang dans l'appartement. Est-ce vous qui avez fait ça? Mélissa se tut brusquement. Après un moment de silence, elle commença à parler d'une voix tremblante. Je suis allé chercher Oliver dans l'appartement d'Emma. Mais Oliver n'y était pas. Emma l'avait caché, et les taches de sang? L'inspectrice Johnson insista. J'étais bouleversée. La voix de Mélissa devint encore plus faible. J'ai pris du sang sur de la viande dans le réfrigérateur. J'ai créé des preuves qu'Oliver avait subi des violences. Des preuves qu'Emma avait fait du mal à mon fils. Un choc parcourut la salle d'interrogatoire. Mélissa avait elle-même falsifié les taches de sang. Et les vêtements déchirés d'Oliver, continua l'inspecteur Robertson. Mélissa se mit à pleurer. J'ai pris des vêtements dans le placard d'Oliver et je les ai déchirés moi-même pour fabriquer des preuves qu'Emma avait tué mon fils. Emma était abasourdie. Mélissa, pourquoi as-tu fait une chose pareille? Parce qu'Oliver n'est nulle part, hurla Mélissa. Mon fils, qui devrait être en vie, n'est pas là. Emma a dû le tuer. Le psychiatre, le docteur Reynolds, entra dans la pièce. Après avoir examiné Mélissa, il expliqua au policier, la patiente souffre d'un trouble délirant sévère. Elle ne peut accepter la réalité de la mort de son fils et a construit une réalité alternative. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Demanda l'inspecteur Robertson. Dans son esprit, son fils est toujours en vie. Et pour expliquer pourquoi il est introuvable, elle a créé le délire qu'Emma le cache et l'a tué. Mélissa se releva et cria, « C'est moi la vraie mère. C'est moi qui ai mis Oliver au monde. Il était dans mon ventre pendant 10 mois. » Le docteur Reynolds poursuivit calmement. Son expérience de mère porteuse a fortement stimulé ses instincts maternels. Durant les 6 années où elle a vu son fils grandir, ses émotions de mère biologique se sont développées. Mais je ne faisais que respecter le contrat, murmura Emma. Le contrat, se retourna Mélissa. Je me fiche des contrats. C'est un enfant avec mon sang qui coule dans ses veines. Un enfant que j'ai élevé en passant des nuits à lui parler en caressant mon ventre. L'inspectrice Johnson demanda, « Alors, quand Oliver est mort, qu'avez-vous ressenti ?» L'expression de Mélissa changea soudainement. Comme si une autre personnalité était apparue, elle se mit à parler doucement. « Mort? Oliver n'est pas mort. Mon fils ne pouvait pas mourir. Emma doit le cacher pour me le voler. » Le docteur Reynolds expliqua, la patiente a construit des délires comme mécanisme de défense pour se protéger de la réalité insupportable de la mort de son fils. L'illusion que son fils est vivant, donc qu'elle est toujours une mère. Pendant 6 ans, j'ai continué d'aimer mon fils, continua Mélissa en pleurant. Je lui achetais des cadeaux d'anniversaire, je le regardais grandir, et quand il était malade, je ne pouvais pas dormir d'inquiétude. Alors pourquoi ne puis-je pas être avec mon fils? Pourquoi seule Emma est-elle la mère? Des émotions complexes submergèrent le cœur d'Emma. Si elle pouvait comprendre la souffrance de Mélissa, sa colère d'avoir été prise dans cette folie ne disparaissait pas. « Madame Hunt, dit l'inspecteur Robertson d'un ton sévère, vous avez créé de fausses preuves et tenté de faire accuser une personne innocente. C'est un crime grave. » Mélissa retourna à son état confus. « Un crime? J'essayais juste de protéger mon fils. Emma a tué mon fils. Mon précieux fils. » Le docteur Reynolds s'adressa aux officiers, elle a besoin d'un traitement immédiat en hôpital psychiatrique. Dans son état mental actuel, il serait difficile de statuer sur sa responsabilité pénale. Emma se leva et fit face à Mélissa. « Mélissa, j'ai aimé Oliver, moi aussi. Cet enfant était notre fils à toutes les deux, mais il n'est plus là. Nous devons accepter la réalité et chérir les souvenirs d'Oliver. » Mensonge, hurla Mélissa avec ses dernières forces. Oliver est vivant. Mon fils est vivant. Le personnel médical maîtrisa Mélissa et lui administra un sédatif. Ses cris s'apaisèrent progressivement et finirent par cesser. Un lourd silence remplit la salle d'interrogatoire. La vérité avait été révélée, mais personne ne pouvait se sentir victorieux. Une semaine plus tard, Emma était au tribunal pour entendre les résultats de l'évaluation psychiatrique de Mélissa Hunt. Devant le juge, le docteur Reynolds expliqua calmement, l'accusé, en raison d'un trouble délirant sévère, ne peut distinguer la réalité de l'illusion. Sa responsabilité pénale ne peut être reconnue.
L'hospitalisation forcée de Melissa à l'hôpital psychiatrique d'État de Chicago fut décidée. Quand Emma la vit au tribunal, elle fut frappée par des émotions complexes. La haine et la sympathie s'entremêlaient dans son cœur. Melissa marmonnait encore, « Où est Oliver? Je dois trouver mon fils. » Le procureur présenta ses excuses à Emma. « Mademoiselle Collins, nous nous excusons sincèrement pour le grand préjudice causé par cette arrestation injustifiée. Nous allons abandonner les charges et les supprimer de vos dossiers. » Cependant, une fois perdue, une vie quotidienne paisible ne pouvait pas revenir facilement. Le journal local publia un article sur l'incident, avec en évidence le nom et la photo d'Emma. Le titre, « La folie d'une mère porteuse crée une fausse affaire de meurtre », laissa de nouvelles blessures dans son cœur. Elle dut endurer les regards changés des voisins qui la regardaient avec des expressions mêlant sympathie et curiosité. Ses collègues du cabinet d'architecture l'accueillirent chaleureusement. Sarah lui dit, les larmes aux yeux, « Emma, ça a dû être vraiment terrible. Mais je suis heureuse que la vérité ait éclaté. » Son patron, Michael, l'encouragea également, « Le contrat de Seattle avance bien. Votre travail a été excellent. » Pourtant, les blessures émotionnelles d'Emma étaient profondes. À la tristesse de la perte de son fils s'ajoutaient maintenant la colère et la peur d'avoir été prise dans la folie de la mère porteuse. Quand elle essayait de dormir la nuit, les cris de Melissa lui revenaient en mémoire. « C'est moi la vraie mère. » Ces mots ne la quittaient pas. Lors d'une séance avec sa conseillère, le docteur Miller, Emma exprima pour la première fois ses véritables sentiments. « Pourquoi avons-nous dû traverser ça? Perdre mon fils était déjà assez douloureux. Emma, vous avez vécu 2 pertes majeures. La mort de votre fils bien-aimé et la destruction de votre vie quotidienne paisible. Il est naturel de ressentir de la colère. » La voix douce du docteur Miller résonna dans son cœur. Le week-end, Emma se rendit sur la tombe d'Oliver. Elle s'agenouilla devant la petite pierre tombale et déposa des fleurs colorées. « Oliver, maman est enfin en paix maintenant. Melissa est à l'hôpital, elle ne nous dérangera plus. » Le vent lui caressa la joue. Elle y sentit comme une réponse de son fils. « Maman continuera à travailler dur pour vivre pleinement, pour toi aussi. » En marchant dans le cimetière, Emma réfléchit profondément au système des mères porteuses. L'amour que Melissa portait à son fils n'avait jamais été faux. Elle l'avait porté dans son ventre pendant 10 mois, avait connu les douleurs de l'accouchement et l'avait vu grandir pendant 6 ans. Le plus triste était que cet amour s'était manifesté sous une forme déformée. Selon les rapports de l'hôpital psychiatrique, les délires de Melissa ne montraient aucun signe d'amélioration. Elle continuait de dire « Je dois aller chercher Oliver » et avait des problèmes constants avec les autres patients et les infirmières. Abandonnée par sa famille, elle vivait une vie de traitement solitaire. Emma pensait parfois à Melissa. Toutes deux avaient aimé le même enfant, alors pourquoi cela s'était-il terminé ainsi? Si les circonstances avaient été différentes, elles auraient peut-être pu partager ensemble les souvenirs d'Oliver. Un jour de fin d'automne, Emma décida de ranger la chambre de son fils. En tenant la peluche dinosaure, de chaleureux souvenirs affluèrent. « Maman, est-ce que les T-Rex sont vraiment forts ?» En se souvenant de la question innocente de son fils, elle sourit légèrement. Le projet de Seattle progressait bien, et la passion d'Emma pour le travail revenait progressivement. La réalité de la mort de son fils n'avait pas changé, mais elle trouvait des moyens de vivre avec cette tristesse. Ayant surmonté l'épreuve inattendue de la folie de Melissa, Emma était devenue plus forte qu'avant. Au crépuscule, Emma s'assit dans le salon, contemplant la photo de son fils. « Oliver, maman va bien maintenant. Avec ton amour dans mon cœur, je vivrai avec force. » En regardant par la fenêtre, de douces lumières commençaient à illuminer la ville de Chicago. Portée par un nouvel espoir, la vie d'Emma reprenait doucement son cours.